Bonjour. Avec des réactions, hein, moi ça me va. Très bien. Le titre, c'est la traduction en italien de la suédoise. Donc en fait, la svédese, c'est la suédoise, c'est donc Ingrid Bergman, hein, qui était originaire de Suède et qui après son exil en Amérique et ensuite retourné en Europe pour aller en Italie, rejoindre Roberto Rossellini. Donc on est à la fin des années 40, en 48 ou 49, je sais plus. Tu as bien fait de donner une clé de lecture du film parce que au départ, mon idée était de mettre cette lettre de Ingrid Bergman à Rossellini en ouverture du film. Alors en fait, j'avais trouvé cette lettre tellement, elle est assez connue, hein, et ça m'avait, voilà, ça m'avait vraiment donné envie d'aborder euh, de manière évocatrice leur histoire. Et donc je voulais ouvrir le film sur cette lettre pour pouvoir donner une clé de lecture pour que le spectateur puisse rapidement comprendre de qui il s'agit. Mais suite à plusieurs discussions avec le producteur du film, Arnaud de Muinck, et, euh, et un autre partenaire dans la production, on a décidé de ne pas mettre la lettre en début de film. Alors à l'époque, le film avait été préacheté par France 2. Et en fait, le responsable des programmes courts-métrages de France Télévisions voulait, de son côté, aurait bien aimé en fait que je mette cette lettre. Il était plutôt de mon avis au départ, et puis voilà, disons que son avis est arrivé trop tard dans l'aboutissement du film, puisque le montage était définitif, et puis à l'époque, l'air de rien, on vieillit vite. C'était il y a 14 ans, 14 ans, ouais, 2007. Il y a 14 ans, en fait, on faisait encore les films en 35 mm sur pellicule. Enfin, la copie définitive du film était sur pellicule, donc on pouvait pas refaire facilement une nouvelle version du film comme aujourd'hui. On pourrait certainement plus facilement modifier les fichiers numériques au dernier moment. Ah, alors, bonne question. En fait, l'idée du producteur qui était aussi intéressante, hein, moi j'ai fini par l'accepter très bien, c'est que, en fait, il voulait pas que le film soit trop adressé uniquement aux cinéphiles. Il me disait que c'était plus intéressant de faire un film à portée un peu plus universelle, qui soit, qui du coup puisse euh, comment dire, être malgré tout accessible, même si on ne connaît pas la filmographie de Rossellini ou de Ingrid Bergman. Euh, c'était voilà, c'était son argument. Et mais de toute façon, quoi qu'il en soit, avec ou sans la lettre, le film n'est pas narratif, n'est pas, enfin n'est pas, à mon avis, enfin moi je l'ai vraiment fait de cette façon-là, comme un film plutôt évocateur d'une rencontre qui dure un instant. On voit le début, la fin, et, euh, et puis enfin, la séparation aussi qui est de manière métaphorique et assez tumultueuse. Ben voilà, passionnelle. Et en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. Et quelque part, je ne souhaitais pas non plus rentrer dans un film trop explicatif. Enfin, c'était moins intéressant de toute façon de commencer à rentrer dans les détails de la biographie. Et, en tout cas, voilà, il y avait un jeu avec les références aux films dans lesquels a joué Ingrid Bergman que les spectateurs cinéphiles pouvaient reconnaître aussi. Donc c'était un plus en fait pour cela.
mais en tout cas pas un frein, voilà, pour la compréhension du film. D'ailleurs, juste oui, pardon, à ce propos, c'est le film. En fait, j'ai pu le montrer en fait dans les 2 années qui ont suivi la finition, dans pas mal de festivals et donc j'ai voyagé un petit peu avec le film pour le montrer. Et je me souviens de réactions en Italie qui avaient été super de la part de publics d'enfants, donc des enfants de moins de 10 ans, hein, qui ont été, euh, comment dire, qui ont réagi de manière très spontanée en fait aux différentes émotions qui passent dans le film, sans justement sans a priori sur la compréhension. Alors qu'un spectateur adulte peut parfois beaucoup plus buter sur un film parce qu'il va chercher à comprendre tout absolument. Et enfin, moi, voilà, c'est des choses qui m'importent beaucoup, même quand je fais des films pour enfants, puisque j'ai fait plusieurs films pour enfants aussi. Alors, euh, je vais, je vais essayer de retracer en fait la genèse du projet, parce qu'en fait, la technique, elle est associée à, à un parcours en fait. Voilà, elle s'explique en fait par certains aspects. Donc en fait, euh, il faudrait que je vous montre des images. Je vais mettre en fond d'écran une image. Attendez, je vais remettre la caméra. Voilà. Donc là, vous voyez. Euh, donc en fait, je suis d'origine italienne. Mon père est italien et donc j'ai les deux nationalités. Et, euh, et depuis tout petit, je dessine aussi beaucoup. Donc en fait, dès l'âge de 10-11 ans, je prenais des cours de peinture dans un petit village à côté de chez nous. Donc moi, j'habite à Lille. Enfin, j'habitais à Lille. Maintenant, je suis dans un autre village à côté de Lille. Et je suis originaire de la campagne autour de Lille. Et, euh, et donc, je dessinais de manière très intensive jusqu'à mes 18 ans, enfin même au-delà du coup, puisque après j'ai continué là-dedans. Et, euh, et en fait, je suis rentré après le collège dans un lycée qui s'appelle l'ESAT à Roubaix, qui est une école d'art appliqué, dans laquelle on apprend, dans laquelle j'ai fait un brevet de technicien dessinateur maquettiste, donc entre 96 et 99. Et pendant cette période, j'ai eu un apprentissage très technique et différentes. À l'époque, il y avait quasiment pas d'ordinateur en fait. Euh, il y avait une salle avec quelques vieux PC, mais dont on a commencé, je crois, l'apprentissage seulement en terminale. Donc moi, mon apprentissage des arts appliqués est vraiment appliqué. C'était de la gouache, c'était de l'encre, les pastels, voilà, toutes les techniques possibles étaient abordées pendant cette formation. Et en fait, à la même période, donc cette période du lycée, je m'intéresse de plus en plus au cinéma, en plus donc de mon activité dans les arts appliqués. Et il y a une formation qui se crée la même année, qui s'appelle le DMA, le diplôme des métiers d'art en cinéma d'animation. Et donc, j'ai trouvé dans cette voie-là la possibilité de joindre mes deux passions, en fait, à la fois celle du cinéma qui était grandissante à ce moment-là, puisque je, je passais mon temps au cinéma et puis à regarder le cinéma de minuit à l'époque, le dimanche soir sur France 3. Et, et, euh, et donc, j'étais j'étais vorace de cinéma, d'un cinéma plus ancien. Et, euh, et donc, dans le cinéma d'animation, j'ai pu à la fois faire du cinéma et continuer les arts appliqués. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait, cet aspect-là des arts appliqués me tient vraiment à cœur encore aujourd'hui très fortement. Euh,
j'ai appris les techniques numériques pour faire des films d'animation maintenant, mais je continue de revenir de plus en plus au traditionnel, c'est-à-dire à la peinture, au fusain, à des procédés de dessin direct sur papier. Et donc pour ce film, alors je vais repasser en passant l'écran. Pour l'SVDZ, j'ai voulu employer une technique au fusain sur papier calque. Donc là, on voit l'image que vous voyez à l'écran. C'est une des toutes premières, c'est même le tout premier test d'animation que j'ai fait dans ma chambre à l'époque. J'avais accroché une feuille de calque sur le mur. J'avais disposé un appareil photo en face sur un pied photo, un petit appareil photo numérique. J'avais fait la première image en haut à gauche. Et puis, progressivement, j'ai modifié l'image et je l'ai transformée. Donc là, j'ai employé un procédé de transformation. Et ici, j'ai imaginé donc le personnage au balcon qui parle, qui bouge les mains, et puis la porte-fenêtre ici qui va se fermer par un coup de vent. Donc voilà, c'était les tout premiers tests que j'ai faits selon un procédé donc d'animation sur un seul support. En fait, ce que vous voyez là, donc c'est la même feuille de calque donc sur laquelle je fais la première image au fusain, je la prends en photo et ensuite je la gomme et je la redessine et je prends une nouvelle photo. Je la gomme, je redessine, je reprends une nouvelle photo. Donc en fait, je ne gomme et ne redessine que ce qui va bouger dans l'image, donc à savoir ici le personnage, le reste, le décor ne bouge pas. En revanche, dans cet exemple-là, on voit que c'est toute l'image qui bouge. L'image est transformée, et d'ailleurs sur la dernière, on voit encore les traces de l'arbre qui était là au début. Je vais vous montrer du coup des photos du tournage. Donc vous avez compris en gros que je modifie voilà un seul support. Alors par exemple là ici, voilà. Donc là ça c'est le plan, vous reconnaissez peut-être le plan où il se retrouve sur les quais de la gare avec le train derrière. En fait si on regarde bien il y a encore des traces de leur passage à l'un et à l'autre. Oui, avec ce procédé. Donc en fait aujourd'hui il ne reste plus qu'une il doit rester une quarantaine de tableaux comme celui-là. Toutes les autres images en fait ont disparu. C'est un procédé éphémère qui du coup fait que il ne reste plus que la dernière image de chaque plan. Donc je peux vous montrer juste, voilà. Donc là c'est on avait fait des expositions avec le film. Donc on voit en fait il y a différentes échelles de plans aussi, hein. On voit les tableaux les plus grands et les plus petits. Voilà, là on reconnaît le plan aussi avec la procession. Donc là c'est pas l'intégralité des tableaux, il y en a d'autres, mais là on en avait exposé seulement une petite partie. Et donc je sais pas si vous aviez entendu tout à l'heure, mais je parlais de William Kentridge. Alors en fait, l'idée de ce procédé m'est venue quand j'étais étudiant à l'ESAT. Il y avait en fait, on avait des cours de cinématographie et on a abordé pas mal donc d'artistes du cinéma d'animation et notamment le cinéaste sud-africain William Kentridge. Alors en fait, c'est quelqu'un d'assez important dans l'histoire de l'art même aujourd'hui, puisqu'il voilà, je m'étais inspiré de ce cinéaste dont j'avais découvert le travail au Festival d'Annecy. Donc le Festival d'Annecy, c'est le plus grand, le principal festival de cinéma d'animation au monde et qui donc projette
voilà, un beau panorama de tout ce qui se fait dans la création animée. Et l'œuvre de Kentridge est vraiment très très forte. Euh, je vous conseille de voir. Et c'est quelqu'un qui a également des expositions, voilà, dans les musées d'art contemporain aujourd'hui. Euh, voilà, car il a une approche très diversifiée. Et donc voilà, moi j'avais été fasciné par ces processus de fusain animé directement sur papier. Et sauf que moi j'ai cherché un rendu qui devait me convenir. Enfin, en fait, j'ai pas fait comment dire, du fusain sur papier pour différentes raisons. Je peux vous montrer. Euh, En fait, j'ai choisi du papier calque. Ça, c'est sur du papier. Ça, c'est sur du papier calque. Donc ça, c'est les toutes premières recherches qui sont déterminantes parce qu'en fait, elles ont vraiment guidé ensuite elles ont guidé la technique et les idées que j'avais sur la manière de faire le film. C'est que je voulais une image très douce, alors que le fusain sur le papier peut vite devenir très dur. Et je voulais une image aussi qui puisse s'effacer facilement. Alors que euh, une image sur du fusain sur du papier peut être assez difficile à effacer. Au bout de plusieurs images, les traces sont trop visibles, les traces des images précédentes, et on n'arrive plus à avoir une image lisible. Et moi, je voulais éviter ça quand même. Je voulais qu'on voit un peu les traces, mais surtout qu'on garde cet aspect assez doux et lumineux, avec des blancs qui restent très lumineux. Parce qu'en fait, le film se passe en Italie, et pour moi, c'était important d'avoir une image lumineuse, surtout voilà dans le sud de l'Italie. Et donc avec ce procédé que j'ai trouvé en bricolant, en cherchant, hein, par exemple, le blanc, je le réobtenais très facilement, simplement avec le doigt, en fait, avec même pas besoin de gomme, hein. Je passais mon doigt sur le calque. Le fusain, en fait, était comme une fine pellicule de poussière qui se déposait sur le calque. Et donc, les différents contrastes qu'on voit sur une image, quand j'ai des noirs plus profonds, c'est parce que derrière le calque, j'ai mis un autre papier avec du noir pour intensifier un peu. Donc il y a voilà tout un jeu de nuances comme ça, parfois avec plusieurs calques, les uns sur les autres. Euh, d'accord. Alors là, je peux vous montrer. Donc c'est bon, hein, vous m'entendez toujours. Voilà, ça c'était notre plan de travail. Donc là, on voit une image en cours de fabrication. Donc c'est le plan le plus long du film, là, le plan du milieu, le plan du baiser, qui, euh, qui en fait est une référence au film d'Hitchcock, Les Enchaînés. J'imagine que connaissent Hitchcock. Oui, ouais, 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 ouais. Et en fait, c'était une scène avec, je crois, Cary Grant, et, et qui était une scène assez mythique en fait de l'histoire du cinéma, puisque à l'époque, il y avait la censure aux États-Unis qui était très forte et il était interdit de faire durer un baiser plus de 7 secondes, je crois. Et, euh, et en fait, Hitchcock voulait absolument donner à voir une passion entre ces deux personnages. Et donc, il avait trouvé le moyen en fait, avec la tension du plan séquence, à donner l'impression que le baiser dure très très longtemps, alors qu'en fait, ils sont juste l'un contre l'autre. On le voit très bien sur les vignettes là. Donc en fait, j'avais saisi des captures d'écran du film. En fait, ils sont juste l'un à côté de l'autre, ils se parlent dans les oreilles, ils se murmurent, de temps en temps, il y a un baiser, mais en général, en fait, le film, dans les règles, il arrive à détourner la censure et le plan doit durer plus d'une minute. Donc, c'était voilà un petit tour de force à la Hitchcock. Et voilà, j'avais voulu faire un clin d'œil à ce passage. Et donc là, on voit sur mon bureau, il y a plein de photos qui me servaient de référence en permanence. Ici, on voit des photos de voyage en Italie pour les décors.
là, d'autres photos, des croquis. Et donc, le plan de travail. Et donc là, on voit ce que j'ai dans les mains, c'est des pinceaux. En fait, principalement, je travaillais avec des pinceaux très secs pour obtenir ce rendu qu'on a à l'image qui est qui est à la fois net et précis et net et flou. C'est-à-dire qu'il y a des choses très douces que permet le fusain légèrement estompé et les détails dans les griffes que laisse le pinceau sec sur le fusain. Et donc là, on voit un peu comment. Enfin, voilà, là, c'est un des derniers plans avec la bouche qui est très très grande par rapport à la taille de ma main. Euh, voilà, ça c'est l'autre plan. Donc là, en fait, la prise de vue là est faite avec l'appareil photo qui est donc au-dessus de ma tête et l'appareil photo qui me permet de prendre en photo les images du film. Euh, voilà, donc ici on voit le dispositif très bien. L'appareil photo est fixé là, dans l'axe du plan, et relié à un ordinateur. Donc on fait en fait une suite d'images. Donc voilà, ça c'est l'installation qu'on avait fabriquée. Donc alors, je peux vous montrer juste ça. Donc en fait, c'est ce monsieur, c'est Renault, qui a fabriqué les bancs titres, parce qu'en fait, c'était quand même assez particulier, euh, puisqu'en fait, des bancs titres comme ça, il n'en existe pas vraiment. C'est vraiment, on les a bricolés pour les besoins du film, euh, puisqu'en général, les plans ne sont pas inclinés. Et on a voulu avoir une installation inclinée pour pas nous, parce qu'on savait qu'on allait travailler quelque temps de cette manière-là, sur un temps assez long, et donc pas nous casser le dos. En fait, on a, on a demandé à Renault de fabriquer des bancs titres. Voilà. Donc avec à l'intérieur des néons pour faire table lumineuse également. Et alors on était deux. Voilà, voilà ma collègue à l'époque, donc Anne-Laure Totaro. On a fait toutes les images du film à deux. Euh, donc en fait, ça aussi, en fait, c'est important pour moi de raconter ça, c'est que euh, c'est très difficile de partager le travail dans un court métrage, animation, d'autant plus quand on est dans des procédés comme ceux-là qui sont c'est vraiment artisanal. Enfin, on n'est pas du tout le procédé industriel qui existe également dans le cinéma d'animation. Par exemple, les séries, les longs métrages ont en général des procédés hyper hiérarchisés euh, où chacun est à son poste et a une tâche très précise à accomplir. On demande aux personnes d'être des très bons dessinateurs, mais pas forcément des artistes. Enfin, c'est avant tout un travail technique. Donc, moi, j'ai commencé en fait je vais remettre. Voilà. Donc, j'ai commencé dans l'animation comme technicien sur un long métrage qui s'appelle La prophétie des grenouilles, que vous connaissiez peut-être. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce long métrage d'animation qui date de 2003. Oui. Donc en fait, c'est un film qui a été fait à Valence, dans la Drôme. Et donc moi, c'était mon premier boulot. En fait, quand je suis sorti de l'ESAT en 2001, j'ai passé un test. Parce qu'en fait, dans notre métier, on passe des tests tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois qu'on va commencer sur un film, on va passer un test ou on va faire passer des tests pour voir si, voilà, si on est compatible artistiquement et techniquement aussi, bien sûr, euh, travailler sur les films des uns et des autres. Et donc, moi, j'étais allé travailler pendant 1 an et demi sur La prophétie des grenouilles en tant que technicien. Donc, j'étais intervalliste et assistant animateur.
Donc voilà, j'avais un boulot, une tâche bien précise à accomplir. Et lorsque j'ai voulu faire mon premier film, SVDZ, on n'était pas du tout dans un procédé industriel comme celui-là. C'est-à-dire que trouver les personnes pour travailler avec moi, c'était un peu plus compliqué puisque faire du fusain animé sur papier calque, c'est pas courant et faire le film tout seul, j'aurais mis 2 ans, plus de 2 ans. Donc il fallait que je sois un peu aidé. Et donc on a mis un peu moins d'1 an pour faire le film avec Anne-Laure Totaro. Et Anne-Laure, en fait, c'était une personne que j'ai rencontrée à l'ESSAT, qui a fait le même diplôme, même DMA cinéma d'animation que moi, une année avant moi. Et on s'est retrouvés à Valence, car elle a fait l'école de la Poudrière à Valence, qui est une école de réalisation de films d'animation. Donc là aussi, si vous avez l'occasion de voir les films de l'école de la Poudrière, c'est toujours très très bien. C'est vraiment, c'est la, je sais pas comment dire, c'est le mec plus ultra de l'animation, des écoles d'animation. Parce qu'il y a plusieurs écoles d'animation en France et celle-ci, quand même, je trouve, sort un tout petit peu du lot. Ouais, ben dans ce cas, ouais, je finis rapidement sur la technique. Donc en fait, c'était important du coup, de travailler avec Anne-Laure, qu'on s'entende bien. En fait, j'ai vraiment choisi Anne-Laure parce qu'on s'entendait très bien artistiquement. Il y avait une grande complicité entre nous sur le plan artistique et même voilà, on était très amis aussi à côté. Et, euh, et en fait, Anne-Laure a fait son film de fin d'études à la Poudrière en 2005 qui s'appelle Le Bouillon et qui était du fusain sur papier selon le même procédé technique, donc avec l'appareil photo au-dessus de la feuille. Euh, on appelle ça en fait un procédé en caméra directe. Et, euh, et en fait, c'est moi, quand j'étais étudiant, donc en 2001, j'avais fait pour mon projet de fin d'études aussi des tests en caméra directe. Et le fait qu'Anne-Laure voilà, fasse un film comme ça, avec les mêmes techniques, en fait, l'un et l'autre, comment dire, on s'est épaulé en fait, on s'est encouragé, on était attentif à ce que l'un et l'autre faisaient, chacun dans son coin. Et donc le jour où moi j'avais besoin d'aide sur mon film, eh ben, j'ai tout de suite fait appel à elle. Et ensuite j'ai travaillé sur son film. Donc c'est pour ça qu'on a installé des bancs-titres inclinés, une installation assez lourde. C'est parce qu'on savait que pendant 2 ans et demi, on allait faire 2 films coup sur coup dans ses bureaux. Donc l'autre film, c'est Mémoire fossile. C'est celui-là, voilà. C'est un film qui est sur la mémoire des mineurs. Euh, et donc là, c'est du fusain également, mais c'est un fusain qui est beaucoup plus gras que celui que j'utilise, et c'est sur du papier blanc. Donc en fait, on a cette image qui est très très noire, très très dense, très contrastée, contrairement à celle de la Svedese qui est beaucoup plus douce. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre le partage écran. Ouais, merci. Alors, c'est là. Ce serait bien de pouvoir switcher avec juste. Voilà. Voilà, les images de mémoire fossile. Donc, c'est, comme je disais, plus dense, beaucoup plus noir que les images de la SVDZ. Et je peux même vous montrer ça, un petit extrait de making-of de mémoire fossile. Comme ça, on voit comment on procède et on voit l'or du coup. J'utilise du gros fusain épais en une feuille blanche de canson à grains et je la noircis complètement de fusain qui est tellement dense et épais qu'on dirait du charbon. Donc quand on l'étale, ça a ce noir profond. Et ensuite, avec la bonne, on vient gommer. Donc, je ne sais pas si vous avez le son correctement, mais sinon, je peux vous redire. Hein, mais
En gros, elle disait qu'il y avait donc des noirs assez profonds grâce au fusain, et puis avec la gomme mie-de-pain, elle vient redessiner les nuances de gris. Donc la gomme mie-de-pain, c'est une gomme un peu molle qui est très pratique pour le travail qu'on fait au fusain ou au pastel. Et donc en fait, voilà, on est au même endroit, c'est les mêmes bureaux dans lesquels on avait fait la SVDS. Et, euh, et donc là, voilà, on voit un peu comment on a préparé le travail, puisque parfois on prépare avant avec des dessins ou avec de la 3D pour nous donner un guide au moment où on va animer, parce qu'autrement, ça peut être très difficile parfois de, euh, de garder les volumes, de garder le dessin du personnage. Voilà, c'est assez difficile. Et donc, on s'appuyait parfois voilà, sur des références comme celle-ci. Donc, Mémoire fossile doit être visible également, hein, je pense, en ligne, si vous voulez le voir. Et donc voilà, on a fait le film de Anne-Laure et le mien, coup sur coup, entre 2007 et 2009 en gros. Ce qui s'est passé donc, ce projet, c'est encore une histoire de rencontre. En fait, à l'époque, je travaillais chez moi sur le storyboard. Donc le storyboard, vous savez, c'est ça. C'est le découpage du film. Donc en fait, je fais des petites vignettes pour préparer la mise en scène. Et à côté, je mets des indications d'action, comment l'action se déroule, et déjà des indications relatives au son, les plus précises possible. Et donc, en fait, moi, quand je travaille en musique tout le temps. Je ne sais pas travailler dans le silence. Et c'est étonnant, hein, finalement, quoi que je fasse. En fait, c'est comme un moteur. C'est la musique m'aide à me mettre en route. Et, euh, et j'écoutais beaucoup les disques de Marc Perron à l'époque. Voyage notamment, et puis celui-ci, son éphémère passion. Et, euh, et j'ai vu son adresse mail au dos du disque. Et je me suis dit, je vais lui écrire, tiens, en fait, il y avait trop de coïncidences. C'était trop. Je me suis dit, j'ai rien à perdre à le contacter. Parce qu'en fait, Marc Perron est originaire d'Italie également. Il est fils de. Ses parents ont tous les deux migré en France avant mon père. Et il est passionné de cinéma. Il a fait plusieurs albums qui s'appellent Ciné Suite, Ciné Mémoire. Et en fait, voilà, il y avait. Pendant que je dessinais, j'entendais l'accordéon de Marc souvent en fond, et j'avais vraiment une révélation, quoi. C'était devenu une évidence qu'il y avait trop de points communs en fait entre son approche à lui et celle que j'étais en train d'essayer de mettre en place. Et donc, évidemment, voilà, ça s'est confirmé puisqu'il m'a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Il m'a rappelé le lendemain, je crois, et en fait, voilà, l'accordéon a aussi cette sonorité un peu mélancolique, un peu nostalgique, et les ritournelles de Marc sont vraiment très belles. Et en plus, il a une connaissance du répertoire traditionnel italien qui était important pour le film, puisque dans le film, il y a la procession, il y a aussi un peu cette femme qui se retrouve dans un environnement culturel très éloigné du sien. Et c'est ce que raconte Voyage en Italie, le film de Rossellini, et c'est ce que j'ai voulu un petit peu évoquer aussi dans le film. Et donc il y a la procession avec cette tarentelle, enfin ce petit rythme de tarentelle. Il y a d'autres moments comme ça dans le son qui évoquent cette rencontre avec l'Italie.
Et donc voilà, c'était une évidence de faire ça avec Marc et avec l'accordéon pour ces raisons. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y aurait sûrement d'autres choses à dire, hein. Alors ouais, voilà, pardon, ouais, c'est ça l'autre partie à laquelle je voulais répondre. Euh, alors ça, c'est aussi assez intéressant dans le cinéma d'animation, c'est que parfois, quand la musique est à l'image, donc quand la musique est in, c'est-à-dire comme on le verra, en fait ce soir, on projette aussi l'histoire du petit Paolo avec l'association des spectateurs, enfin des cinémas et des spectateurs de Gap. Euh, et en fait, pour l'histoire du petit Paolo, on voit l'accordéoniste jouer à l'image, dessiner un accordéoniste qui joue. Et là, nécessairement, la musique doit être faite avant pour que je puisse caler les mouvements de l'accordéoniste sur le son. Les doigts, les mouvements du soufflet, puisque chaque image est redessinée. Ici, pour la Svedese, il n'y a pas cette question de synchronisation à l'image. Donc, ce qu'on a fait avec Marc, c'est qu'avant de faire donc la première maquette, c'est que moi j'ai fait ce qu'on appelle une animatique. Donc en fait, c'est un montage des cases de storyboard que je vous montrais tout à l'heure. C'est un montage de ces petits dessins croquis sur la sur des extraits de disques de Marc Perron qui me semblaient correspondre à mes intentions en termes de en termes de d'émotion. Euh, Pas forcément en termes de rythme ou de durée, parce que là, je coupais le morceau un peu avec des ciseaux, un peu comme de manière assez brutale, hein. C'est pas très sympathique pour les musiciens de faire ça, mais je fais souvent ça. C'est que quand je fais un premier montage, je travaille avec, je pioche de la musique et je la découpe et j'ai comme ça un patchwork sonore qui me donne des guides. Et donc partant de là, je fais mon montage en aller-retour avec mes petites cases de storyboard. Et ensuite, je montre ça à Marc. Et là, Marc, en même temps, je lui fais des notes et je lui explique pourquoi j'ai mis telle musique à tel moment, quelle est mon intention précise. Et ensuite, on oublie ça et il compose pour le film. Et là, on réajuste de nouveau toutes les durées. Donc là, on est à la fin du film. On est, une fois que le montage des images définitives est terminé, on peut aller en studio avec Marc et enregistrer la musique. D'ailleurs, je peux vous montrer, j'ai même un extrait de l'enregistrement en studio. Alors, je vais rebasculer l'écran. Oui, c'est normal. Alors, en fait, je ne sais pas si on va entendre grand-chose. Ah voilà. Alors en fait, c'est normal. Là, en fait, il a la musique dans son casque. Ah non, zut. Ah voilà. Ah, j'ai fait une connerie. Ah, là, le thème, il a été exposé. Il démarre. Alors voilà. Voilà, là, on voit comment on travaille. C'est que Marc, on est en studio et voilà, et on voit l'écran qu'il a en face de lui. Là, le thème, il a été exposé.
Ouais, ouais, en tout cas, enfin, ce que je voulais vous montrer surtout avec cette vidéo, c'était l'écran qu'il avait en face de lui avec les images du film. Et le fait qu'il ait le casque aussi dans les oreilles, c'est que ça lui permet, voilà, d'être toujours très précis sur à quel moment on va relancer la musique, à quel moment on va changer quelque chose, puisque Marc est quand même un musicien aussi de jazz, hein, donc il y a une part d'improvisation chez lui qui est souvent assez importante. Euh, euh, voilà. Et donc voilà, il, je lui avais demandé également d'improviser parfois par rapport aux textures de son de l'accordéon. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment important de pas avoir une musique trop lisse et trop détachée du film. Enfin, une musique qu'on oublie. Moi, j'aime bien qu'on entende la musique quand elle est là. Enfin, pas tout le temps, hein, ça dépend les films, ça dépend les moments. Mais il y a des passages où on entend clairement les bruits des touches et puis les soufflets qui font le bruit du train. Voilà. C'est des choses que je voulais absolument euh, travailler aussi avec lui dans les textures de son. Et d'ailleurs, par rapport au son, juste pour conclure, c'est que il y a Marc pour la musique, mais il y a également Falter Branck pour le montage son. Donc c'est ce qu'on appelle, enfin c'est aussi le sound designer. Donc c'est lui qui supervise l'ensemble de la bande son et donc en fait c'est un échange permanent. C'est que c'est moi j'ai des idées au départ, je leur transmets mes idées et ensuite eux font des propositions qui me plaisent ou pas, on corrige ou pas et parfois leurs idées sont complètement inattendues et mieux que ce que je pouvais imaginer. Et dans ce cas, je prends les voies qu'on me propose. Alors ça se fait donc avec le monteur son, avec donc Falter Branck. C'est un pseudonyme en fait, il s'appelle Frank Lander. Donc Frank qui fait de la création sonore du film le général. Donc c'est lui qui va mettre ensemble la la musique, les voix quand il y a des voix. Sur notre film là, il n'y a pas de il va mettre les ambiances, donc selon les atmosphères dans lesquelles on se trouve, il n'y a jamais de silence pur, il y a toujours une petite ambiance, et les bruitages. Et donc pour les bruitages, on va travailler autrement, c'est qu'on va travailler dans un studio pendant une journée avec une personne qui est bruiteur, enfin en l'occurrence c'était une bruiteuse qui s'appelle Marie-Jeanne Vickmans, qui est une très très grande bruiteuse belge, aujourd'hui à la retraite, et qui est quelqu'un voilà, qui, à l'époque, on avait pu travailler avec elle. C'était vraiment une grande chance parce elle était très demandée, parce que c'est pas un métier très répandu. Euh, il y a très peu de bruiteurs, et donc, on va leur demander pendant cette journée en studio. Donc, il y a Franck, le monteur son, qui est avec moi, et on va passer le film plan par plan, image par image, et on va leur revenir, on va passer en boucle et elle va faire tous les bruits qu'elle voit dans l'image, même ceux qu'elle voit pas. Comme, par exemple, le passage où il y a beaucoup d'ellipses dans la chambre d'hôtel, où on est dans le noir. Toute l'histoire se raconte dans le son à ce moment-là, les personnages, on les voit pas. Et en fait, tout ce passage a été bruité alors qu'il n'y avait pas d'acteur à l'image. Et pour tous les autres plans du film, elle bruite chaque bruit de pas, chaque objet, chaque présence. Les, elle va enfiler une veste avec tel coton pour donner, pour retrouver la présence exacte du personnage.
Et donc, on fait ça en studio et ensuite, on va refaire du montage avec toute cette banque de son, avec Franck, le monteur son, et toujours avec ma validation. Voilà, voilà, voilà. Et c'est parfois infernal comme travail puisque j'ai travaillé avec des monteurs son qui me disaient tu préfères quoi entre ce son-là et ce son-là? Et moi, je restais un petit peu, je dis bah je sais pas. C'est parfois très très difficile d'être voilà, de devoir trancher sur tout le moindre petit son présent dans un film. Donc voilà, selon les monteurs son, parfois ils sont parfaitement capables de prendre les décisions à nos places et puis parfois si un son nous dérange, on va le dire et on va le modifier. Et ouais, juste pour conclure, je voulais dire que la particularité du court-métrage d'animation, c'est quand même que, en fait, contrairement à ce qu'on appelle la prise de vue réelle ou la prise de vue continue, l'animation, ça prend tellement de temps que c'est vraiment dans le court-métrage qu'on trouve les œuvres les plus intéressantes, en fait, à mon sens. Donc, il y a, parce qu'en fait, on a souvent, dans la prise de vue continue, il y a beaucoup plus la question d'un tremplin vers le long métrage. Et l'animation, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont absolument pas le désir de passer au long métrage. C'est pas un objectif. Et, parce que voilà, le, le format court est vraiment adapté aussi à une création pleine et riche en fait d'un point de vue artistique, infiniment riche. Donc vraiment, il y a des trésors dans le cinéma d'animation pour les adultes, pas que pour les enfants. Et enfin, j'imagine que voilà, il y a sûrement dans les spectateurs présents des gens que ça intéresse déjà, qui connaissaient ça déjà. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.